Parler de la place des femmes en politique, c'est prendre un sujet qui peut être innovant pour les philosophes politiques, les théoriciens politiques et les politologues en général. Pourquoi cela? Parce que si vous prenez tous les livres, même les très gros livres, les manuels universitaires, les livres de réflexion, les livres qui ont marqué l'histoire de la pensée politique, des livres qui soient de théorie politique, de philosophie politique ou de sciences politiques, vous n'avez jamais quoi que ce soit qui concerne cette question, la place des femmes en politique. On considère en général que c'est une question féministe, et le féminisme, eh bien, il y a des ouvrages pour cela. Au contraire, moi je pense que c'est une question qui non seulement est pertinente, évidemment, pour la question intrinsèque de la place des femmes en politique, mais aussi qui nous permet de mieux penser la politique de façon générale. Pour illustrer mon propos, je voudrais citer une phrase de Raymond Barre, qu'il a prononcée en 1983, il était fraîchement ancien Premier ministre et engagé dans la campagne municipale. Il disait ceci: « Les villes, c'est comme les femmes, il ne suffit pas de les séduire, il faut savoir les prendre. » Évidemment, cette citation, aujourd'hui, paraît scandaleuse. Alors on peut s'insurger de bonne foi, évidemment, mais aussi on peut s'insurger de façon un peu hypocrite, parce qu'on sait très bien qu'il ne faut pas approuver ni même sourire à ce genre de phrase, pourtant qu'on trouve assez vrai sur le fond. Et c'est ça que je trouve intéressant, au-delà de l'aspect misogyne de la phrase et de l'aspect donc choquant, on peut le dire, de cette phrase. Ce qui est intéressant, c'est la conception de la démocratie que pouvait avoir un tout jeune ancien Premier ministre, alors en campagne électorale. L'idée d'assimiler la politique à quelque chose de guerrier, à une conquête militaire, donc quelque chose qui fait usage de la violence finalement, sur les électeurs que l'on veut convaincre, et puis sur les électeurs qui ne sont pas de notre bord mais que l'on veut soumettre, ce langage-là, il est assez surprenant, même s'il est très banal dans la réalité politique, ce langage-là n'a pas changé. Le langage sur la place de la femme et le langage misogyne que pouvait tenir Raymond Barre aujourd'hui est inacceptable, mais le langage guerrier, lui, est toujours banalisé, est toujours accepté dans la plupart des discours politiques. Or, avoir un tel langage guerrier quand on parle de démocratie, c'est probablement avoir une conception assez pauvre, assez faible et même peut-être assez dangereuse de ce que doit être la démocratie. On l'a vu dans une vidéo précédente avec la notion de majorité et de minorité, l'apport de la minorité à la majorité, comme pouvait le noter par exemple Hans Kelsen. Gagner les élections dans une ville, ça ne veut pas dire prendre une ville, comme on prend une ville militairement, comme on peut imaginer les récits chevaleresques nous le décrire. On voit donc déjà que penser la question de la place des femmes en politique, et même dans le discours politique, permet de révéler une conception que l'on peut avoir de la démocratie et qui peut sembler assez désolante. Par ailleurs, on a l'impression que le sujet de la place des femmes en politique est un sujet très récent, un sujet moderne, un sujet innovant en quelque sorte. Ce n'est pas le cas. On est en 195 avant Jésus-Christ, à Rome, dans une Rome républicaine qui est en pleine expansion. La deuxième guerre punique s'est achevée depuis quelques années, et il y a une loi contre laquelle les femmes manifestent. Les femmes manifestent dans la rue, c'est une chose complètement scandaleuse. Les historiens romains d'ailleurs nous rapportent cet événement avec beaucoup de mépris. Et ça c'est une chose qui est également intéressante, les femmes qui manifestent sont des femmes méprisables. Pourquoi manifestent-elles? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Oppia, qui a été votée lors de la deuxième guerre punique contre les Carthaginois, pour faire en sorte que les femmes n'aient plus le droit de porter de bijoux, parce que tous ces matériaux devaient aller à l'effort de guerre. Sauf qu'en l'occurrence, la guerre est finie depuis plus de 7 ans, et la loi n'a pas encore été abrogée, elle est toujours valide. On interdit encore aux femmes de porter des bijoux. Alors, le sujet peut sembler futile, c'est ce que dit d'ailleurs l'historien Tite-Live, quand il en rapporte les événements. Mais il n'est pas futile, il est symbolique, il a une véritable importance. Quand on est une femme romaine, on n'a pas beaucoup de droits, le peu de droits qui nous reste, on nous l'enlève en nous enlevant les bijoux. Donc il a une vraie symbolique et une vraie portée très forte dans une république romaine qui, rappelons-le, n'a jamais prétendu être une démocratie. Les femmes manifestent donc, ça crée un trouble immense, et elles vont finir par gagner leur combat. La loi Oppia sera rapidement abrogée, et elles pourront remettre leur parure. Au-delà de l'aspect historique de cet événement, au-delà du combat que les femmes romaines ont pu mener à cette époque-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsqu'il y a une crise, comme là, une guerre à faire, et donc un effort de guerre à fournir, on va toujours essayer de faire peser cet effort sur les femmes. On a eu un exemple
tout récent, qui n'est d'ailleurs pas encore tout à fait fini, qui est la crise du Covid. On a pu voir dans les différents pays, qui sont pourtant égalitaires, l'égalité est inscrite dans la loi entre les hommes et les femmes, on a pu voir que ce sont les femmes qui ont supporté l'essentiel de l'effort durant toute la crise du Covid. Dans les ménages où il y a des enfants, ce sont généralement les femmes qui ont arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de leurs enfants durant la fermeture des écoles, mais également les métiers qui ont été concernés par l'effort de guerre, si l'on peut dire, durant le Covid, les métiers d'infirmiers, d'aide-soignants, tous les métiers hospitaliers, mais aussi tous les caissiers, etc., étaient en fait des infirmières, des aides-soignantes, des caissières, etc., c'est-à-dire des femmes. Et de façon plus générale, même lorsqu'il n'y a plus de crise, on a tendance à laisser peser sur les épaules des femmes la plupart des efforts à fournir et la plupart des sacrifices à faire. Et c'est ainsi que la loi Oppia n'a été abrogée que plusieurs années après la fin de la guerre, qui avait légitimé, qui avait nécessité en quelque sorte cet effort de la loi Oppia. Pareil pour le Covid, les femmes ont un taux de retour au travail qui est bien inférieur à celui des hommes et une précarité qui a largement augmenté. En somme, les femmes sont la variable d'ajustement de nos sociétés, et cela depuis bien longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si l'on pense en termes de mode de production, quelqu'un comme Marx a identifié des modes de production successifs, c'est-à-dire des structurations de la production économique, eh bien en réalité on pourrait voir l'ensemble des modes de production depuis l'origine, peut-être pas des temps, mais au moins depuis plusieurs millénaires, comme un mode de production féminin. Alors féminin, ça ne veut pas dire féministe, bien au contraire, c'est un mode de production misogyne, puisque les femmes portent l'essentiel de l'effort économique sans pour autant en avoir la moindre récompense. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, la question de l'égalité par exemple dans les tâches ménagères, n'est pas non plus une question récente. C'est une question qui est abordée dans les années 1830 par celles qu'on a appelées les Saint-Simoniennes, c'est-à-dire les disciples de Saint-Simon, le même Saint-Simon dont on a parlé dans la vidéo sur les experts, Saint-Simon ayant développé en partie une pensée féministe, mais surtout, disons, ses successeurs qui l'ont développée, et notamment les Saint-Simoniennes qui ont créé un véritable mouvement politique porté par une revue qui s'appelait la Tribune des femmes, ou l'Apostolat des femmes. Cette revue a changé de nom plusieurs fois, mais elle n'a jamais changé de combat, l'égalité véritable entre les hommes et les femmes. Parce que l'égalité de droit, c'est une chose, les femmes ont le droit de vote, évidemment, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit d'avoir un compte en banque. Ce sont des choses récentes, mais aujourd'hui c'est acquis. En revanche, l'égalité dans les faits, l'égalité réelle, elle n'est toujours pas acquise, et ce combat-là, eh bien, cela fait bien 200 ans que ce mouvement ouvrier féminin a commencé à le porter, et on s'aperçoit en réalité que cela n'a toujours pas abouti. S'interroger sur la place des femmes en politique, et non pas seulement sur la place de quelques femmes politiques en politique, mais sur la place de l'ensemble des femmes dans la vie politique, dans la vie citoyenne et dans la vie sociale en général, c'est non seulement parler de façon générale de politique et non pas parler entre guillemets seulement du cas des femmes, mais c'est surtout affronter un questionnement qui nous permet d'améliorer la politique et la démocratie.